L'année 2025 sera la deuxième ou la troisième année la plus chaude de tous les temps, c'est ce qui ressort du dernier rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale. Entre janvier et août, la température mondiale a dépassé d'un peu plus d'1,4 degré la moyenne de l'époque pré-industrielle. C'est dans ce contexte que la COP30, la conférence internationale sur le climat, se termine aujourd'hui au Brésil et c'est juste avant cette ouverture que les ministres de l'environnement des 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On en parle sur Euradio avec la responsable Europe du réseau Action Climat qui fédère une trentaine d'associations environnementales. Bonjour Caroline François-Marsal. Bonjour. Alors le 5 novembre, les 27 se sont donc mis d'accord sur un nouvel objectif de réduction des émissions de CO2 entre 66,25% et 72% d'ici à 2035 et également une baisse de 90% des émissions d'ici 2040 pour arriver à la neutralité climatique en 2050. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux objectifs européens? Alors, ces 2 objectifs, qui ont permis de sauver, la COP30 au sens où, les pays européens ont réussi à décrocher un accord, juste avant le démarrage de la COP30. C'est un accord qu'on attendait depuis, assez longtemps. Mais en revanche, ces 2 objectifs qui malheureusement sont en dessous du consensus, scientifique pour, limiter le réchauffement climatique planétaire à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Comme ces mêmes pays s'y sont engagés dans le cadre de l'accord de Paris. Donc on a par exemple, si on prend l'objectif pour 2040 qui a été fixé à moins 90%, en fait il faut bien comprendre que le moins 90% il est sauvé uniquement en apparence parce que en fait 5% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vont pouvoir être réalisées non pas via des efforts sur le sol européen, comme ce que recommandent les scientifiques, mais en fait en achetant des crédits carbone, ce qui veut dire qu'en fait les pays européens, l'Union européenne vont pouvoir aller acheter des crédits qui vont financer des projets dans des pays en dehors de l'Union européenne pour compenser justement les 5% qui resteront entre le moins 85 et le moins Donc 90%. ça, c'est ce que vous estimez être une concession hein, faite aux pays les plus pollueurs notamment. Donc c'est à partir de 2036, vous l'avez dit, 3% de l'objectif de réduction des émissions pourrait être réalisé par un financement de projets de décarbonation hors de l'Union européenne. Pourquoi ce n'est pas une bonne solution pour vous? Alors, donc juste ces 5% de crédit. Le chiffre qui avait été proposé initialement, c'était effectivement 3% par la Commission européenne, mais il y a plusieurs pays européens qui s'y sont opposés, notamment la France, qui a démarré la négociation en demandant ce niveau de 5% comme une ligne rouge pour obtenir son accord sur le moins 90%. Le problème de ces crédits, c'est qu'en fait, ils posent pas mal de questions en l'état. Donc c'est un mécanisme pour le moment qui est encadré par l'accord de Paris. Et en fait, il pose des problèmes en termes de transparence, en termes d'additionnalité, en termes de double comptage, en termes de fiabilité globalement. Par exemple, si on prend la problématique de l'additionnalité des projets, en fait, on a beaucoup de ces projets actuellement qui, de toute façon, se seraient réalisés en l'absence d'un financement par des crédits. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui auraient été de toute façon réduites. Donc ce n'est pas des émissions supplémentaires qui sont réduites grâce à ces financements. Donc en fait, Quand on parle de projets de décarbonation hors de l'Union européenne, concrètement, en fait, on parle de quoi? en fait, ça peut être des projets de plein de types différents. Par exemple, ça peut être de la séquestration de carbone par des projets de nature. Par exemple, une entreprise qui fait, je sais pas, pousser des arbres, etc., pour capter du CO2 dans un pays étranger. Ça peut être un projet de compensation carbone, par exemple. Et donc, on a aujourd'hui un problème de transparence sur ces projets, parce que l'accord de Paris en tant que tel, en fait, il ne demande pas vraiment aux entreprises et aux pays qui achètent ces crédits et qui les financent d'être très transparents, de publier toutes les informations relatives à ces projets. Donc, on n'est pas certain de ce qui se passe. On a aussi un problème de double comptage, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où, en fait, à la fois le pays ou l'entreprise qui a acheté et le pays ou l'entreprise qui était responsable du projet ont chacun compté la baisse d'émissions, en fait. Donc, ça veut dire qu'on compte doublement cette baisse alors qu'en fait, elle se produit qu'une seule fois. Et Donc ça puis, fausse en quelque sorte le chiffrage. ouais, tout à fait. Ça fausse les réductions, le comptage des réductions d'émissions. Il faut aussi souligner que ces projets portent un certain nombre de problèmes sur les populations locales.
des pays où il se déroule. On a eu notamment un rapport de Human Rights Watch qui a montré que des populations au Cambodge se sont vues privées de leurs terres et déplacées sans leur consentement à cause de la mise en place de tels projets. Donc, on a un certain nombre de problèmes posés sur les droits humains. Et puis, j'ajouterais juste que c'est une décision qui va coûter très cher en fait à l'Union européenne, puisque globalement, on estime que le prix de ces crédits va s'élever entre 7 et 10 milliards d'euros au minimum pour compléter ces 5% en 2040. Et en fait, cet argent-là, il ne va pas du tout servir du coup à financer la réindustrialisation verte de l'Union européenne, enfin nos propres réductions d'émissions sur notre sol, alors qu'on est complètement en perte de vitesse sur par exemple le marché des technologies vertes par rapport à la Chine. Alors on va revenir sur les objectifs, ces nouveaux objectifs de réduction, 90% de baisse d'ici 2040, on l'a rappelé. Pourquoi aujourd'hui certains pays sont opposés complètement à ces objectifs? On pense à la Hongrie, à la Slovaquie ou encore à la Pologne. C'est des pays qui, historiquement, sont assez réfractaires à l'ambition climatique. Pour la Pologne, notamment, qui sont très dépendants du charbon. Donc, on a une dépendance aux énergies fossiles, aux combustibles fossiles qui est assez élevée dans les pays qui s'y opposent. Après, ce qu'il faut bien comprendre, justement, c'est que la sortie des fossiles, ça nous permettra de devenir souverain énergétiquement en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est prisonnier de dépendance face à des puissances tiers, dont la Russie, qui sont agressives et dans un contexte géopolitique extrêmement instable. Donc, il y a un travail de persuasion à faire au niveau européen, et on était assez déçus, malheureusement, du rôle que la France a joué dans cette discussion, puisque elle n'a pas soutenu en fait dès le départ le moins 90% et a mis beaucoup de conditions à son soutien. Pourquoi ce soutien conditionné finalement de la part de la France, d'après vous? Justement, on n'a pas vraiment compris la position française qui est censée être ambitieuse sur le climat et au niveau français, européen et international. Les arguments avancés par la France, c'était sûrement une crainte de perte de compétitivité par rapport au reste des pays, notamment extra-européens, dans un contexte où on a des pays aussi qui sortent de l'accord de Paris. Mais justement, l'importance pour la France à ce moment-là de se marquer comme un pays ambitieux pour qu'il y ait une dynamique, notamment au sein de la COP, qui soit entraînée par des pays qui tiennent la route sur l'accord de Paris, d'autant plus qu'on fêtait ses 10 ans cette année et qu'il a été évidemment conclu en France. Parce que la France dit avoir obtenu des garanties sur son modèle nucléaire. Ça, j'imagine que pour le réseau Action Climat, c'est pas une bonne nouvelle. Alors effectivement, donc pendant la discussion sur l'objectif 2040, il y a eu pas mal de concessions qui ont été faites par la Commission européenne à la France, notamment sur la possibilité de financer les installations nucléaires grâce au budget européen, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, ou grâce aux aides d'État également, qui ont été modifiées. Il y a aussi le principe de neutralité technologique qui est désormais inscrit dans la loi climat qui fixe l'objectif 2040. Et donc, on suppose qu'il n'y aura plus d'objectifs spécifiques pour les énergies renouvelables au niveau européen en 2040 non plus, ce qui était le cas pour 2030. Donc effectivement, nous, là-dessus, on a plusieurs problèmes qu'on constate. C'est que, en fait, la France, lorsqu'elle défend l'introduction du nucléaire dans les textes européens, elle utilise l'argument de la neutralité technologique. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hiérarchiser entre les différentes technologies qui permettent d'atteindre la neutralité climatique. Et dans ces différentes technologies, certes, il y a le nucléaire, mais il y a aussi, par exemple, la captation, le stockage de carbone ou le gaz fossile. Et en fait, malheureusement, on l'a vu dans la taxonomie, par exemple, mais cette logique-là, elle embarque des technologies qui ne sont pas forcément propres et qui retardent, en fait, justement, le déploiement des renouvelables, qui sont, avec les économies d'énergie, les deux leviers les plus fiables, les plus rapides pour nous décarboner et atteindre nos objectifs climatiques, en fait, en temps voulu. Pour résumer, comment vous qualifiez cet accord conclu entre les États de l'Union européenne? Malheureusement décevant. Mais on va dire que les pays européens ont sauvé le pire scénario en décrochant un accord avant la négociation à Belém.
On évoque l'ambition climatique de l'Union européenne sur Euradio alors que les ministres de l'Environnement se sont accordés début novembre sur un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On en parle avec Caroline François-Marsal, responsable Europe du réseau Action Climat. Jeudi dernier, le Parlement européen a adopté le paquet législatif appelé Omnibus qui prévoit d'alléger certaines mesures du pacte vert adopté en 2021 et notamment le devoir de vigilance des entreprises en matière sociale et environnementale. Comment vous réagissez à cette prise de décision, à ce vote du Parlement européen? Oui, alors c'est quelque chose d'historique, mais dans le mauvais sens du terme, qui vient de se dérouler ces jours-ci au Parlement européen, parce que pour la première fois, en fait, le PPE, donc la droite chrétienne européenne, et les partis d'extrême droite se sont alliés et ont fait bloc ensemble pour adopter une position du Parlement européen qui revient tout simplement sur l'ambition de deux textes qui devaient accélérer la transition écologique, donc le devoir de vigilance et un texte qui devait encadrer davantage le reporting des entreprises sur la durabilité de leurs activités. Donc le reporting, pour expliquer clairement, c'est comment les entreprises font en sorte d'améliorer les conditions de travail et leur impact environnemental. Oui, notamment. C'est en fait des rapports qu'elles doivent remettre, enfin qu'elles doivent publier en fait, pour notamment informer les investisseurs des activités sur lesquelles ces derniers s'engagent lorsqu'ils choisissent d'investir dans une entreprise ou une autre. Et là, globalement, donc, ce qui s'est passé sur le premier texte, c'est qu'on a supprimé l'obligation pour les entreprises de mettre en place un plan de transition climatique. Donc, c'est-à-dire, en fait, le plan qu'on attendait des entreprises, dans lequel est expliqué comment elles comptent faire baisser leurs émissions pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Donc ça, c'est un énorme pas en arrière par rapport au texte initial qui avait été négocié sous le précédent mandat et adopté, je le rappelle. Il y a eu aussi un énorme assouplissement des seuils en fait, d'application de la directive, ce qui fait qu'on a environ 70% de moins d'entreprises qui sont concernées par les nouveaux seuils que le Parlement propose. Il y a également la suppression du régime de responsabilité civile des entreprises. Donc ça veut dire qu'en fait, initialement, ce texte il permettait aux citoyens impactés par, je sais pas, des activités d'une entreprise qui avait des impacts néfastes sur leur environnement ou sur les populations au niveau local, ce mécanisme-là, il permettait aux populations de porter plainte contre l'entreprise. Il n'est plus écrit dans la directive, enfin, en tout cas, en attendant la suite de la négociation. Et quant à la directive donc, qu'on évoquait sur le reporting durable des entreprises, globalement, elle est affaiblie aussi, surtout du point de vue de la réduction des seuils. Donc, il y a également moitié moins d'entreprises quasiment qui sont concernées par cette nouvelle position. Et quelles conséquences très concrètes vous anticipez de ce vote ? Malheureusement, en fait, c'est un vote qui confirme une dynamique de dérégulation environnementale qui se met en place en fait à Bruxelles depuis les dernières élections européennes de juin 2024. En fait, alors que pendant le précédent mandat européen, donc 2019-2024, on a eu la mise en place du pacte vert, qui était donc un ensemble de lois pour permettre d'atteindre la neutralité climatique en 2050, et un ensemble de lois qui certes avaient des défauts, mais qui étaient le plus ambitieux jamais adopté en fait, et même dans le monde, hein, je pense qu'on peut le dire. Là, on a un rétropédalage total des pays européens, de la Commission, sous l'influence des lobbies aussi, hein, qui demandent, et notamment de certains groupes d'entreprises qui demandent à supprimer beaucoup de réglementations en ce moment. Et en fait, c'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que la Commission, elle s'attaque pas seulement là à ces deux textes européens, elle s'attaque à tous les textes européens globalement qui, selon ses analyses, freinent la compétitivité des entreprises européennes. La manière dont elle analyse justement ces impacts est extrêmement problématique puisque les omnibus, c'est les textes dont on parle qui viennent donc, je mets entre guillemets, simplifier la réglementation européenne, en fait, ne sont pas basés sur des études d'impact comme le sont les textes européens d'habitude, puisque c'est des procédures qui se font très rapidement, sur des textes qui, pour certains, ne sont même pas encore entrés en vigueur. C'était le cas des deux directives qu'on vient d'évoquer sur le devoir de vigilance et le reporting durable des entreprises. Et il y a surtout trop peu d'acteurs qui sont consultés par la Commission,
la société civile et les syndicats notamment ne sont quasiment pas impliqués dans les discussions. En parlant de consultation, la Commission est en pleine négociation, on peut le dire, avec le Parlement européen sur le cadre budgétaire pluriannuel. Hein, c'est le budget entre 2028 et 2034. Proposition de la Commission qui est contestée par plusieurs groupes politiques. Sur le plan environnemental, est-ce que ce nouveau budget européen, selon vous, il va dans le bon sens ? Alors, la Commission a proposé effectivement en juillet dernier son prochain budget. Globalement, il y a des financements conséquents sur la transition écologique qui sont proposés avec en fait au sein de tout le budget, la Commission a proposé de mettre en place un objectif horizontal de fléchage de tout le budget de 35% vers les objectifs environnementaux. Donc ça veut dire que on aurait environ 700 milliards d'euros fléchés vers la transition écologique dans le prochain budget européen, à étaler sur 7 ans et à répartir entre les 27 pays. Néanmoins, c'est un chiffre qui est en dessous de ce qu'on a eu ce qu'on a sous le budget européen actuel, avec une baisse environ de 100 milliards des montants vers l'environnement. Maintenant, il faudra aussi être très attentif à la manière dont la Commission européenne, les pays européens et le Parlement vont s'accorder sur comment on définit un investissement vert dans ce budget, en fait. Parce que ça, c'est donc la Commission qui est en train d'y réfléchir notamment. Mais à l'état des textes, on a quelques petits problèmes de greenwashing sur les activités qui sont considérées comme contribuant à l'environnement dans le budget européen, notamment par exemple l'extension d'aéroports qui est considérée comme contribuer à l'adaptation au changement climatique, ce qui nous paraît complètement absurde. Vous, ce que vous souhaitez au réseau Action pour le climat aussi, c'est le maintien du budget de la politique agricole commune, mais en le mettant au service de la transition agroécologique. La Commission s'est engagée à maintenir le budget de la PAC, mais est-ce que sur le reste, sur le deuxième volet, sur la transition agroécologique que vous appelez de vos voeux, est-ce que là les objectifs sont remplis ou pas ? Pour le moment, non. En fait, la politique agricole commune, c'est l'un des grands écueils de la politique environnementale européenne. C'est que pour l'instant, elle nuit principalement à la biodiversité. En fait, la majorité des subventions accordées dans le cadre de la PAC, de la politique agricole commune, elles sont néfastes pour la biodiversité. C'est un rapport de l'inspection des finances français qui le notait notamment pour les financements en France. Donc on attend vraiment des mesures qui permettront de verdir et de faire de transformer en fait les activités agricoles vers des activités compatibles avec nos objectifs climatiques et donc plus résilientes aussi face au changement climatique. Et dans la nouvelle architecture qui est proposée par la Commission européenne, là, qui vise en fait à renationaliser un peu les financements entre les différents pays. Alors qu'avant, on avait des programmes plus centralisés. On craint aussi qu'il y ait du coup moins de critères, on va dire, minimum requis pour tous les pays, mais davantage de différences entre les ambitions dans les différents États. Et ça risque de créer des problèmes du coup avec un peu une fuite vers le bas de l'ambition. Alors, la COP30 au Brésil se termine, on l'a dit, on est 10 ans après l'accord de Paris pour terminer. Qu'est-ce que ce sommet peut vraiment changer pour enrayer la catastrophe climatique en cours, selon vous, Caroline François-Marcel ? Là, ce qu'on attend de cette COP, je dirais 2 choses en particulier, voire 3. C'est d'abord d'avancer sur les engagements des différents pays sur la sortie des énergies fossiles. Aux dernières COP, on a eu du langage sur la transition hors des fossiles, mais il faudrait consolider et justement qu'on puisse avoir des plans de sortie très clairs des combustibles fossiles pour ces prochaines années. On a aussi besoin d'opérationnaliser les financements vers les pays les moins avancés, vers les pays développés qui sont les premières victimes du changement climatique, qui pour l'instant n'ont pas vraiment accès en fait, au financement qu'on leur a promis. Et puis il y a aussi un enjeu d'inscrire vraiment la transition juste dans l'atteinte de la neutralité climatique.
Inscrire la transition juste dans les objectifs de neutralité climatique. On retiendra cette phrase de conclusion. Caroline François Marsal, je rappelle que vous êtes responsable Europe du réseau Action Climat qui fédère une trentaine d'associations environnementales. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Euradio. Merci à vous.